Bienvenue sur le podcast Heroic People, je suis Marc Baillet. Dans chaque épisode, nous vous présentons une personne inspirante ou un message pour vous aider à découvrir les clés de la transformation, du développement du potentiel et de la force d'âme. Nous apprenons les uns des autres et trouvons en soi le héros de notre propre vie. Partager nos convictions, partager nos vulnérabilités, dépasser nos peurs, se transformer pour pouvoir transformer le monde, agir ensemble. Jusqu'où peut-on aller ? Merci de passer du temps avec nous aujourd'hui. Le sage médite encore, le fou a terminé l'affaire, dit le proverbe russe. Méditer, pour quoi faire ? Faut-il être moine bouddhiste ou neurologue pour vivre les changements positifs de la méditation ? Ou au contraire, la méditation est-elle à la portée de tous ? Dr Steven Lorez, bonjour. Vous êtes neurologue spécialiste de la conscience et avez acquis une renommée mondiale pour vos travaux sur la neurologie de la conscience et le coma. Professeur de clinique et directeur de recherche au Fonds de la recherche scientifique belge, vous dirigez le Coma Science Group au CHU de Liège, l'Université de Liège. La majeure partie de vos travaux de clinicien-chercheur est consacrée à l'étude des altérations de la conscience chez les patients sévèrement cérébro-lésés. Vous êtes lauréat de nombreux prix scientifiques et considéré comme l'un des meilleurs spécialistes mondiaux de la problématique des états de conscience altérés et êtes également l'auteur de plusieurs livres dont Le sommeil c'est bon pour le cerveau, La méditation c'est bon pour le cerveau ou encore Un si brillant cerveau, les états limites de conscience. Dans cet épisode, vous venez nous parler des fabuleux pouvoirs de la méditation sur le corps et l'esprit. Vous nous parlez également de ce qui vous anime dans la vie et de ce que cela signifie pour vous qu'être l'héroïne ou le héros de sa propre vie au préalable. J'ai une première question pour vous. Comment occupez-vous votre temps sur notre planète Terre ? Bonjour Marc, merci pour cette opportunité. Alors, comment est-ce que j'utilise mon temps comme papa de 5 enfants, époux, neurologue et scientifique avec 3 labos, unités de recherche, ici au Canada, où je suis pour le moment, mais aussi en Europe, en Belgique et en Chine. Eh bien, on fait ce qu'on peut. On essaye de bien faire, aussi bien comme parents, c'est un grand défi, comme partenaire, comme prof, médecin. Et c'est vrai que, et en particulier en ce moment, ça va assez vite. Donc, il faut s'adapter, comme chacun de nous, hein, je pense, à une réalité qui change en permanence, où c'est clair que parfois il faut un peu de lâcher prise, prendre soin des autres et de soi, et trouver cet équilibre entre notre épanouissement personnel, vie sociale et en même temps la réalité professionnelle. Et il faut payer les factures. Donc, pour le moment, c'est assez intense parce que je monte un labo au Québec et je passe pas mal de temps aussi dans des avions. Mais c'est clair que oui, la méditation m'aide dans tout cela, mais je suis très loin d'être un maître zen ou parfait dans ces différents rôles. Donc, j'ai appris à accepter cela, tout est changement. Comme médecin aussi, je suis confronté, comme vous l'avez dit, à ces personnes qui vivent un drame, hein, qui sont d'un moment à un autre aux soins intensifs, en rééducation neurologique après un coma. Mais j'ai beaucoup appris de cela. Parfois, on est trop dans le futur, en train d'anticiper, et on oublie quelque part de vivre la seule réalité qui compte, c'est ici et maintenant. Donc, c'est un exercice permanent. J'ai vraiment pas de leçons à donner, mais donc je passe mon temps à m'occuper de ceux qui comptent, la famille, et en même temps prendre soin des patients et faire le travail scientifique. Ce qui est super, c'est que il y a aucun jour qui est le même et que il y a là plein d'opportunités pour essayer de concrétiser nos rêves. Alors, nous avons tous des obstacles ou des peurs à surmonter. Est-ce qu'il y a eu un défi ou un obstacle particulier, qu'il soit mental, physique, émotionnel, spirituel ou perçu, que vous ayez rencontré et qui un peu a été à l'origine de ce que vous faites aujourd'hui, ou en tout cas de votre posture ou démarche dans la vie? Oui, la vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des obstacles en permanence, des choses qui nous arrivent, où justement il faut s'adapter. Comme je l'explique dans le livre, la méditation, c'est bon pour le cerveau, ou jamais je pensais écrire un livre sur la méditation. Je partage un peu ce parcours personnel où
Ben oui, j'ai vécu une situation, un vrai défi pour moi qui était la séparation. On est 2012, je me retrouve seul avec 3 petits-enfants. On se pose beaucoup de questions. Justement, ça rumine. Comment est-ce que ça a pu m'arriver? On ne peut pas changer le passé. J'étais en train de m'imaginer des scénarios catastrophes. C'est pas possible. Comment est-ce que je vais faire le boulot, m'organiser, prendre soin de la maison, des enfants. Et donc c'est à ce moment-là, et c'est souvent le cas, je le vois avec mes consultations, mes téléconsultations, quand on est dans une situation de crise, qu'on va s'intéresser, hein, et où j'ai rencontré Mathieu Ricard, où j'ai appris la méditation, ce qui est devenu un sujet de recherche et que je le prescris maintenant aux patients. Donc oui, pour moi, ça, clairement, ça a été un moment important. Une famille recomposée, c'est un défi, hein, parce que j'apprécie beaucoup Mathieu Ricard, mais comme dit mon épouse, bah, c'est facile d'être zen quand on n'est pas marié, on n'a pas d'enfant, on ne doit pas aller faire ses courses et payer ses factures, avoir un job comme chacun de nous. Mais Mathieu Ricard n'est pas dans votre famille recomposée, rassurez-moi, il est pas Il n'est pas c'est dans un ma grand enfant, famille, mais mais ouais, c'est un bon ami qui vient loger souvent. chez nous Ouais. et que j'apprécie énormément, hein. Son message, c'est sa vie, mais c'est quand même une autre vie que nous, hein. Ouais. On n'est pas moine bouddhiste. Donc comment est-ce qu'on fait? Et donc c'est le message aussi du livre où on peut vraiment le faire n'importe où, n'importe quand, et c'est pas juste cette méditation formelle, hein, sur un coussin. Moi, ben encore ce matin, là, c'est un challenge avec les enfants. On peut pas dire à mon épouse, ben, Chouk, chérie, moi je vais mettre sur mon coussin, méditer 20 minutes, tu t'occupes de tout, ça va pas marcher. Donc parfois on met la barre trop haute, parfois on a trop d'attentes. Et donc c'est le message de accepter à surfer sur les vagues de ce qui nous arrive. Rien n'est permanent. Parfois on voit plus clair. C'était clairement mon cas quand j'étais dans cette situation difficile où ben, Marc, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas, moi et beaucoup de médecins, on boit, on fume. Mes amis neuropsychiatres m'ont prescrit des somnifères, des antidépresseurs. C'était très vite clair que ben, j'étais plus le papa inspirant que je voulais être. Et donc, là, ce que j'ai appris, c'est que nos habitudes de vie ont un très, très grand impact. Et donc, oui, il faut prendre soin de soi. Donc là, j'ai commencé à faire du sport, yoga, méditation. Et c'est un peu ce que j'essaye de partager maintenant avec les patients que je vois en consultation, vidéoconsultation, qu'il n'y a pas des quick fix, hein. Et comme médecin, ben, j'ai appris à poser un diagnostic et proposer un traitement, mais c'est clair que ça ne se limite pas à ça. Il y a très souvent comme un cercle vicieux. En tout cas, c'était mon cas, hein. On n'est pas bien, anxieux, du coup on dort moins bien, du coup on est encore plus anxieux. Et puis ça peut, cet pouvoir de l'esprit est très fort dans les deux sens. Ça peut nous pousser au burn-out, au suicide. C'est ce que je vois aussi aux soins intensifs. Et donc, le message très positif, c'est que petit à petit, hein, on peut changer et bénéficier de ce pouvoir de l'esprit et d'avoir une spirale positive. Mais à nouveau, on fait ce qu'on peut. Il y a depuis lors aussi eu d'autres défis, hein, parce que le monde académique, c'est pas un monde de bisounours, hein, c'est très compétitif. Être chercheur, c'est un peu comme être un athlète, et je sais que vous en avez interviewé. On est très passionné, on va dédier beaucoup de notre temps. Comment faire finalement pour ne pas se perdre dans cette activité-là? Donc, à nouveau, j'ai pas de leçon à donner, mais j'ai appris certaines choses, et c'est clair que comme scientifique, ben, on a l'opportunité d'étudier ben, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau finalement et comment est-ce que je peux, avec ces neurotechnologies qu'on utilise avec l'Université de Liège et l'équipe, pour mieux comprendre et donc mieux traduire ces connaissances-là vers la réalité de tous les jours. Avec votre équipe, vous menez depuis plus de 25 ans des recherches, dites révolutionnaires sur les états de conscience. Vous avez étudié de brillants cerveaux, tels que ceux d'astronautes, de moines bouddhistes, dont Mathieu Ricard, dont vous parliez, d'athlètes, dont le champion du monde d'apnée en profondeur Guillaume Néry, de musiciens, avec, par exemple, le directeur musical de l'Opéra de Bruxelles, et puis d'autres explorateurs de la conscience, comme, la chamane Corinne Sambrin. Qu'est-ce que vous avez découvert? Alors, ce qui est formidable, c'est que grâce à ces personnes extraordinaires,
on peut apprendre de ces extrêmes-là, hein. Avoir Mathieu Ricard, moine bouddhiste, traducteur du Dalai Lama, mais aussi PhD, hein, il a fait sa thèse doctorale à l'Institut Pasteur. C'est une belle opportunité, par exemple, de voir comment est-ce que ces activités de méditation ont changé la structure, le fonctionnement de son cerveau. Et c'est la même chose avec d'autres, lui c'est un athlète de l'esprit, mais les athlètes comme Guillaume Néry qui est venu à Liège, qu'on a mis dans nos machines alors qu'il avait une apnée, hein, il a retenu son souffle pendant 7-8 minutes dans une IRM fonctionnelle avec plein d'électrodes sur sa tête. Mais ça permet de mieux comprendre, hein, cette force mentale dont on parle. Les artistes comme Alain Tenoglou, là, le directeur de la Monnaie, et la créativité, les astronautes qu'on étudie, tout ça c'est formidable et c'est passionnant. On a maintenant des entrepreneurs, on essaye de comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui ont, par exemple avec le Covid, très très bien développé leur business, d'autres ont fait faillite. Et d'ailleurs, il semble que ce qui est critique là, c'est la flexibilité cognitive. Donc c'est justement comment est-ce que j'arrive à m'adapter à une réalité qui change, quand les choses ne vont pas comme je l'avais planifié. Et je pense que c'est vrai pour chacun de nous. Donc avoir accès avec Corinne Sombrin aussi à la transcognitive, à ces personnes extraordinaires, ça nous permet de mieux comprendre et puis de le traduire, comme je disais, à notre réalité. Et tout cela avec c'est mon métier comme scientifique, c'est de faire des mesures dites objectives, hein, avec toutes ces machines, dans un domaine qui est difficile parce qu'on parle de la conscience humaine. C'est un des plus grands mystères, un des plus grands défis pour les scientifiques, comment expliquer nos pensées, nos émotions, nos perceptions, et où je dois m'intéresser à ce qu'ils ressentent, parce que ça n'a pas de sens de juste regarder mes mesures objectives là, si je ne m'intéresse pas à qu'est-ce que cette personne dans la machine vit en ce moment. Et donc ça, c'est personnel, c'est cette neurophénoménologie-là qu'on essaye de mieux documenter, cartographier, et c'est difficile, mais c'est aussi fascinant, et donc je suis très, très reconnaissant à ces personnes qui sont venues comme guinea pig, hein, comme sujet cobaye, et où on en a eu plein d'autres après. Et les projets continuent. Ici au Canada, on étudie en ce moment les Amérindiens, les First Nations, les Inuits. Et je suis convaincu que, comme médecin, j'utilise cette connaissance de pointe, ces technologies de pointe, et je suis très très content que ça existe, les médicaments. Et en même temps, peut-être, on a le défi de ne pas perdre contact avec notre propre humanité, nos besoins émotionnels. Donc, il ne faut pas oublier cela. Je reste un scientifique, donc j'investis dans la connaissance, et en même temps, il y a l'expérience personnelle. Donc, toutes les personnes que vous avez mentionnées, je l'ai essayé moi-même. La méditation, la transe, l'hypnose. J'ai retenu moi-même aussi mon souffle avec Guillaume, 3 minutes, descendu à 20 mètres, parce que sinon, quelque part, je ne sais pas vraiment de quoi je parle. Donc, pour moi, ça, c'était aussi un insight, hein, un changement dans mon approche comme scientifique. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut avoir comme effet de la méditation sur notre corps et notre esprit? Comment est-ce qu'elle, stimule le fonctionnement cérébral et le modifie de manière, positive? Qu'est-ce qu'on peut observer comme action sur les neurones? Alors, c'est ce qu'on a vu et ce que je résume un peu dans le livre, mais ce qui a été fait ces 2 décennies, c'est que oui, la méditation change la structure même de notre cerveau, hein, donc c'est la neuroplasticité, ce qu'on on a comme domaine d'expertise après des traumas crâniens, des hémorragies. Mais c'est vrai pour chacun de nous, ceux qui écoutent le podcast là, Heroic People, si on retient quelque chose, ça va quelque part changer ces milliers de milliards de connexions. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on fait de la méditation, et je souligne, il ne faut pas être un moine bouddhiste, si moi je peux le faire, tout le monde peut le faire. Les études montrent que déjà, après 8 semaines, on voit des changements avec nos machines dans des réseaux qui sont importants, dans l'attention, le focus. Parce que quelque part, la méditation, c'est une pratique, c'est comme une gymnastique mentale. On peut apprendre à orienter ses pensées, garder
son focus, sa concentration sur une chose. Et donc, il y a une structure qui est le cortex singulaire antérieur. Bon, c'est un peu technique, mais on va vraiment voir que cette partie du cerveau qui est au milieu, devant ici, va être plus développée. On peut le quantifier avec l'IRM, ce qu'on appelle la volumétrie. On va vraiment voir qu'il y a des changements, un peu comme si je commence à courir, ben, je vais voir mes muscles là dans les jambes, ils vont être plus développés. Je commence à nager, je vais avoir des épaules plus musclées. Pour le cerveau, ben, il faut ces machines pour le visualiser, mais c'est exactement cela. Il y a des changements dans différentes structures qui sont importants pour l'attention, la mémoire, mais aussi mon contrôle émotionnel, noyau qui est l'amygdale, et ses connexions hein, avec d'autres structures comme le cortex préfrontal. Donc on a là aussi moyen de visualiser ces connexions, la matière blanche. Et puis l'effet lorsqu'il méditait, parce que la méditation, c'est différentes pratiques. On peut focaliser son attention sur la respiration, mais aussi on peut faire des exercices d'empathie, de compassion, loving kindness, qui est l'exercice favori de Mathieu Ricard, et on va vraiment voir que oui, on peut changer. Donc ça, c'est un message très, très, très positif. Et je pense qu'en neurosciences, ces études de neuroplasticité ont clairement démontré que on peut jouer un rôle plus central, plus actif. C'est pas uniquement la méditation, c'est nos habitudes de vie. C'est pour ça que j'ai fait le livre sur le sommeil, ce qui est incroyablement important aussi pour la plasticité. Donc voilà, en deux mots, ce qu'on a pu voir chez Mathieu, que je remercie encore, tous les autres personnes qui font beaucoup de méditation, mais les études qu'on dit longitudinales, donc on prend des personnes qui commencent à méditer, on les suit et on voit que oui, en fonction de l'exercice qu'on fait, il y a des changements et on vit l'impact sur notre vie, que ce soit au niveau relations interpersonnelles ou professionnelles. Vous avez parlé du sommeil et grâce à la neuroimagerie, vous étudiez le cerveau pendant le sommeil. Le sommeil, c'est bon pour le cerveau, c'est le titre de l'un de vos livres. Pourquoi est-ce que le sommeil est si important? En quoi est-ce qu'il est si essentiel pour notre cerveau et notre santé? Alors, j'ai fait ce livre parce que, ben, tout d'abord, c'est vrai, hein, le sommeil, c'est bon pour le cerveau et parfois, on veut tout faire pour quand même dormir le moins possible. On considère parfois comme une perte de temps. Je le vois aussi dans le monde professionnel, des CEO, des politiciens qui ont des très très longues réunions la nuit, etc. Et qui sont presque fiers. Je suis là au boulot, à la réunion, et j'ai dormi que 5 heures. Il faudrait presque avoir honte. Hein. C'est comme le pilote dans le livre, je donne cet exemple où bah, on prend un vol, on n'a pas envie que le pilote il dit un bonjour, j'ai dormi 5 Ouais, heures, ouais. j'espère que tout va bien aller, parce que justement quand on parle de cette fameuse flexibilité cognitive, hein, donc la capacité à m'adapter à une réalité qui change, ça a été démontré dans mon métier, je vois un patient, je fais mon diagnostic et puis il y a le résultat des tests qui rentrent, et quand j'ai pas bien dormi, je perds cette fameuse flexibilité cognitive, c'est-à-dire quand les tests me montrent que je me suis trompé, je vais quand même continuer avec cette vision, non, ça doit être cela, et je suis pas conscient de cela, donc c'est dangereux, et c'est vrai dans tous les métiers. Donc le sommeil, c'est pas une perte de temps, on l'a vu avec nos recherches, c'est quelque chose de très dynamique. Et la fameuse neuroplasticité, eh bien, quand on apprend des nouvelles choses, quand on fait des nouvelles connexions, c'est la nuit que ça se passe. Je décris aussi le fameux système glymphatique. C'est vraiment une sorte de détox naturel qui se passe lors du sommeil lent. Donc, on a besoin de ce sommeil et ça va nous protéger contre une série de maladies, que ce soit la démence ou même la dépression. Donc, j'ai voulu partager ces recherches et aussi comment ça se traduit vers la clinique et à nouveau vers la vie de chacun, même si, il faut être clair, moi j'ai 5 enfants, il y a des moments où on n'arrive pas à dormir. Hein. Pourquoi est-ce qu'on a des insomnies alors justement? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à dormir? Alors, très souvent, c'est des insomnies dites psychogènes, c'est-à-dire je rumine. Et malgré tous les livres et malgré tout ce que je suis censé connaître, le faire, c'est encore autre chose. Donc Ouais. parfois, j'ai Mmh. des ennuis au boulot. Là, on reçoit la lettre du fisc, il y a des factures qu'il faut payer, des impôts, et comment faire? On est là dans le lit où ces pensées n'arrêtent plus. On s'imagine des scénarios catastrophes. Et ça, souvent, c'est un défi, problème de s'endormir, où on se réveille trop tôt, où même, parce qu'il y a cette interaction entre le conscient et l'inconscient, on est réveillé en pleine nuit. Donc ça, c'est dans notre monde industrialisé un
un problème. Et là, évidemment, le lâcher-prise, la méditation et d'autres techniques, l'auto-hypnose, cela peut nous aider. Et puis comme neurologue, je sais qu'il y a une série de maladies, hein. Il y a des personnes qui vont ronfler, ça peut être des apnées de sommeil, ils ont des jambes sans repos. Il y a une série de parasomnies, de troubles du sommeil à exclure parce qu'il y a un traitement spécifique. Et c'est pas évidemment si simple que d'avaler un somnifère, hein. On l'a étudié. Oui, on perd conscience, mais c'est comme un pharmacologique, ça n'a pas cet effet restaurateur comme le sommeil naturel. Et dans ces cas-là, l'outil à utiliser, c'est potentiellement, la méditation? Oui, il y a, là, chacun son expertise, hein, des psychologues qui peuvent nous accompagner, développer un rituel de sommeil. Le sommeil, c'est impacté par ce que je fais la journée. C'est clair, si je vais faire du sport, ça va être bien aussi. Quand est-ce que je mange? Comment est-ce que je dors? Une chambre à coucher, est-ce qu'il y a de la lumière, des bruits, la température? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs perturbateurs? On a parlé déjà des enfants, des bébés, il y a les animaux de compagnie, donc de vraiment bien investir dans ce rituel de sommeil, l'environnement et puis ces techniques, en effet, de relaxation, parce que dormir, c'est justement lâcher et pas dire je veux dormir, je veux dormir, je veux dormir. C'est comme les athlètes. Là, ça ne va pas marcher et c'est un apprentissage où chaque besoin est différent. Il y a différentes techniques. Mon épouse, elle va faire un body scan, c'est-à-dire elle focalise son attention sur différentes parties du corps. Moi, c'est pas tellement mon truc. Je vais faire plutôt exercice de respiration et les fameux cours de réduction de stress par la pleine conscience, hein. Donc c'est des cours de Wiseman. Là, je le propose pour ceux qui nous écoutent et qui s'y intéressent. C'est organisé un peu partout. Là, je sais que vous êtes en bonne main, ont clairement démontré que ça peut nous aider à mieux dormir pour les fameuses insomnies psychogènes. Avant de nous proposer des exercices concrets justement pour, méditer et agir sur le stress, le sommeil, la concentration, l'anxiété et cetera. Je voudrais faire un détour par le domaine de la conscience qui est votre, domaine, de prédilection. Il y a un psychologue et écrivain qui s'appelle Stuart Sutherland qui dit: «La conscience est un phénomène fascinant mais insaisissable. Il nous est impossible de spécifier ce qu'elle est, ce qu'elle fait et pourquoi elle a évolué. Rien qui vaille la peine d'être lu n'a été écrit sur ce sujet». Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur, l'état de conscience et sur le fonctionnement du cerveau? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que dit, ce psychologue? Et s'il fallait expliquer, à un enfant de 6 ans ce qu'est la conscience, qu'est-ce que vous lui diriez? J'en appelle à vos grandes facultés de pédagogue et de vulgarisateur. Mais la conscience, c'est, comme je disais, un énorme défi. Il faut pas être trop arrogant. Je suis d'accord avec toi. On est très loin d'avoir compris ce grand mystère. En même temps, c'est très important. Moi, je suis fils de paysan. J'aime bien les choses simples et la conscience, c'est ce que je perds quand je m'endors. C'est une réalité. C'est peut-être le plus important, hein, quand on le perd parce qu'on a justement un trauma crânien ou une maladie, démence. Là, on se rend compte comment cette conscience, elle est vraiment importante, hein, mes pensées, mes émotions, mes perceptions, et on n'a pas actuellement une théorie qui explique cela. Donc, oui, jeune enfant, c'est important de s'y intéresser et au moins d'essayer. Je pense qu'il va y avoir quelques prix Nobel, hein, pour les générations à venir où ces technologies, et on le fait maintenant depuis, dans mon cas, presque 30 ans, pour essayer de cartographier ces réseaux de la conscience. Donc, on a fait quand même un peu de progrès. On sait qu'il y a certaines parties du cerveau qui sont plus importantes que d'autres. Il y a un réseau qu'on appelle le réseau de la conscience du monde extérieur, sensoriel, hein. Vous m'entendez maintenant, vous êtes conscient, j'espère, que vous n'êtes pas endormi entre-temps lors de ce podcast de ce que je dis. Et donc ça, c'est au niveau fronto-temporopariétal, donc c'est devant, derrière, deux côtés, les deux hémisphères. Et puis il y a le deuxième réseau, la conscience du monde intérieur, hein. Vous m'écoutez, Marc, mais vous avez des pensées. Qu'est-ce que je vais penser? La prochaine question, vous avez cette petite voix dans la tête. Et ceux qui nous écoutent. Et là, c'est un autre réseau qui est plus à l'intérieur, devant, derrière. Donc c'est utile de traduire ces connaissances à nouveau pour mieux aider les personnes qui ont des blessures au cerveau, mais ça reste, on est juste émerveillé quelque part. Comment quelque chose de matériel, et c'est clair que le cerveau est important, parce que quand on change son fonctionnement, que ça soit de
manière neurochimique, métabolique ou structurelle après un trauma ou hémorragie. Ça change nos perceptions, pensées, émotions, donc la conscience. Et en même temps, on n'a pas actuellement compris le code neuronal ou autre pour l'esprit, hein. C'était un domaine qui était la religion, la philosophie, et maintenant c'est quand même devenu un thème scientifique, même si ça reste, je le répète, un énorme défi. Quelque part, c'est plus facile de mettre un homme sur Mars que de comprendre notre propre univers intérieur. Donc, c'est important aussi de souligner notre ignorance. Est-ce que ces 30 années de recherche, hein, de l'équipe ont permis de comprendre 50% du problème, 5%, 0,05%. On ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et c'est ça qui est fascinant. Et c'est justement pour ça qu'il faut augmenter nos efforts et inviter les jeunes à nous aider. C'est peut-être naïf, mais je suis convaincu que c'est trop important pour se dire, ben non, c'est juste impossible. Ça, ce serait peut-être un peu pessimiste et aussi dogmatique. Donc, on continue d'essayer. Mais on n'y est pas encore. Donc à cet enfant de 6 ans, en synthèse, la conscience, ce serait la compréhension de soi, des autres Oui, la et du monde, c'est conscience. ça? Oui, la conscience, c'est ce qu'on perd quand on s'endort, hein, ça chacun Ouais. le vit. Mmh. Et en même temps, il y a quelque chose de particulier dans ce fameux sommeil, c'est qu'on rêve. Et la conscience, elle est personnelle. Vous êtes le seul en ce moment qui vivait cette réalité, ces pensées. Et de même, dans le rêve, vu de l'extérieur, vous avez l'air inconscient, endormi. Et pourtant, il y a ces rêves extraordinaires en sommeil paradoxal où les machines permettent de justement cartographier ces réseaux de la conscience. Donc la conscience, quelque part, nous échappe alors qu'on la vit en permanence et ces modifications, que ce soit le sommeil ou quand on fait une syncope, hein, ou un coma ou une anesthésie générale ou la méditation, l'hypnose, la transe. On va pas en parler aux enfants de 6 ans, mais si on prend des psychédéliques, là aussi, on a une réalité qui est très, très modifiée. Mais tout ça, pour nous, c'est des opportunités pour mieux comprendre parce que la conscience, pour le traduire vers ma réalité. Comme médecin, si je dis, ben, on ne comprend pas la conscience, et en même temps, comme médecin, je suis censé savoir ce que je veux dire. Quand je dis le patient est inconscient, hein, aux urgences, soins intensifs, après un coma, comment est-ce que je vais faire? Ben, je vais réduire la complexité de la conscience à 2 dimensions. C'est le niveau de conscience, c'est l'éveil. Là, c'est assez simple pour moi de le mesurer au bord du lit. Est-ce que le patient a les yeux ouverts? Premier, c'est le niveau de la conscience, l'éveil, ouverture des yeux. Deuxième, plus compliqué, c'est le contenu, les pensées, mon monde intérieur, ma conscience sensorielle, extérieure. Et là, mon test, il est un petit peu simple aussi, c'est de poser une question au patient. Serrez-moi la main. S'il le fait, bah, OK. S'il le fait pas, ben, il y a plein d'autres raisons que peut-être le patient a quand même une conscience, mais ne répond pas aux ordres simples. Et donc, c'est ce qu'on a démontré avec l'équipe et ce que je partagerai avec cet enfant de 6 ans, c'est que l'erreur historique, c'est qu'on a une vision trop simple de la conscience, un peu binaire, noir-blanc. Je suis conscient, je suis inconscient, éveillé, endormi. Mais il y a beaucoup plus de dimensions. Il n'y a même pas 50 nuances de gris, c'est toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est pour ça que on a, je pense, avec l'équipe clairement démontré que oui, il peut y avoir une activité cérébrale, une activité dite de l'esprit, de la conscience, après un coma, mais aussi chez des personnes qui sont en fin de vie, déments, parfois considérés comme végétatifs, hein. Et chez les animaux? Et puis chez les animaux, c'est le même problème. Ils communiquent pas avec nous, de manière verbale en tout cas. Est-ce qu'ils sont conscients ou pas? Les nouveau-nés, même problème. Et on a, je le répète, historiquement commis l'erreur de sous-estimer et de le voir de notre petit angle, ce qu'on appelle avec un mot compliqué anthropocentrique, c'est-à-dire moi, homme blanc, en pleine santé, je me pose la question, ben, est-ce que ce patient avec blessure au cerveau est conscient ou pas? Ben, oui, il a parfois sa conscience, comme c'est le cas pour mon chien, mon chat. C'est difficile de comparer avec ma conscience et de dire ah c'est l'équivalent d'un enfant de X ans ou non, c'est le résultat de cette adaptation évolutionnaire à sa réalité. Il vit dans son monde et c'est clair qu'il y a des perceptions, y compris la douleur, des pensées. Un animal va choisir une stratégie. Vous êtes un lion, vous voyez,
je ne sais pas, quelque chose à manger, vous décidez, je vais à gauche, à droite, par la rivière, ou je tiens compte de toute une série de paramètres. Donc, on est en train d'anticiper, de penser, et c'est fascinant que ces recherches montrent que chaque fois qu'on va regarder cela en plus de détails, on se rend compte qu'ils sont capables de plus qu'on pensait. Maintenant, c'est un sujet délicat, mais pour moi, oui, évidemment, et j'ai signé la déclaration de Cambridge pour dire, ben, les animaux, ils ont une conscience, ça a des conséquences bioéthiques, hein, on les considère parfois comme des objets dans l'industrie alimentaire, et d'un point de vue biologique, neurologique, ça n'a pas de sens de dire, ben, on est là, uniquement notre espèce, soudainement, il y a la conscience. Je pense qu'on est le résultat de cette adaptation à notre réalité, et qu'il y a un système nerveux qui nous permet de mieux apprécier l'environnement, de prendre des décisions, d'agir. Et donc, il y a là beaucoup de dimensions à la conscience, ce qui rend évidemment la problématique un grand défi quand il n'y a pas la possibilité de communication de ma réalité personnelle Ouais, et subjective. ouais. Et alors vous dites, la conscience, c'est ce qu'on perd quand on s'endort, enfin quand on dort. Qu'en est-il du cas de mort cérébrale ou l'expérience de mort imminente? Alors, c'est 2 choses différentes. Donc, la mort, hein, c'est un défi à nouveau pour l'étudier, parce que par définition, on ne revient pas. C'est un processus, alors que comme médecin, bah, je dois le réduire à une réalité binaire. On ne peut pas être un peu mort ou un peu en mort cérébrale. Je dois déclarer le patient mort à un moment précis, alors que c'est un processus biologique qu'on étudie, qu'on commence à mieux comprendre et définir quand est-ce qu'il est irréversible. Et c'est pour ça qu'on a dû définir la mort cérébrale, parce que avant c'était un peu plus facile. Il y avait le cœur, les poumons, le cerveau, et si l'un de ces trois s'arrête, bah, les deux autres suivent. Et puis il y a cette machine, le respirateur artificiel. Du coup, on pouvait garder artificiellement un cadavre. En fait, il y avait plus de cerveau parfois, mais il respirait à travers la machine. Il y avait une circulation, donc le cœur bat. Ils sont chauds, mais il y a deux critères pour déclarer quelqu'un mort, sur des critères cœur et poumons, et sur des critères neurologiques, la mort cérébrale, où depuis qu'on a, c'est depuis les années 50, les critères de mort cérébrale, il n'y a jamais quelqu'un qui est revenu, s'il n'y a pas d'erreur diagnostique. Et puis il y a ces expériences de mort imminente. Alors là, on n'est pas mort, on est parfois dans un état très critique, un arrêt cardiaque, un coma, où ben, moi, comme clinicien, je pense que le patient est inconscient parce qu'il est dans le coma. Et pourtant, après, il me partage ce qu'il a vécu, hein, ce sentiment de bien-être, parfois de décorporation, la lumière, c'est fascinant et ça mérite plus de recherche. Si je peux me permettre, Marc, un petit appel à témoins, hein, si vous avez vécu ou vous connaissez quelqu'un qui a vécu une expérience de mort imminente, partagez cela avec l'équipe. Hein, c'est nde@uliège.be ou écrivez-moi un courriel. On a besoin encore plus de témoignages, on en a maintenant des milliers, mais on est loin d'avoir vraiment compris. Et je suis pas d'accord avec ceux qui disent ben, c'est une hallucination produite par tel ou tel produit, endorphine ou manque d'oxygène. On a démontré que c'est pas si simple. Et puis je suis pas non plus d'accord avec ceux qui disent ah c'est la preuve d'une vie après la mort, l'âme qui a quitté le corps, c'est une conscience cosmique. Ben, comme scientifique, je vais quand même confronter ce que je pense comprendre avec ce que je pense mesurer. C'est difficile, hein, parce que personnes avec un arrêt cardiaque, ils sont pas dans une machine pour voir l'activité cérébrale, mais on a une série de projets quand même pour essayer là aussi de réduire notre ignorance et être à l'écoute de ces personnes. Hein. C'est à nouveau une opportunité pour nous de l'étudier et de peut-être mieux comprendre comment l'esprit humain trouve son origine. Notre cerveau sécrète, si je me trompe pas, autour de 60 000 pensées par jour, donc positives ou négatives, donc autant que la majorité d'entre elles soient positives. Puis il y a là au-dessus qui dit: «Fier et indompté est l'esprit de l'homme. Le temps d'incliner la tête et de la relever, il est allé au fond des 4 océans et en est revenu». Il explique là le mécanisme de la voilà, la vitesse de nos pensées en fait, parfois, encombrantes. Alors quand notre esprit est agité et qu'on a justement du mal à se concentrer, qu'est-ce qu'on peut faire en fait? Concrètement, comment est-ce qu'on peut développer une meilleure conscience de nos pensées? Comment est-ce qu'on peut installer, mais vraiment concrètement, progressivement, des habitudes relaxantes et de bien-être au quotidien?
Quels exercices de méditation au quotidien est-ce que on peut faire? Je sais qu'il y en a plusieurs, mais si on est très concret, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit? C'est une invitation à s'intéresser à ce qui se passe entre nos 2 oreilles, hein. On a, comme, vous venez de le dire, des pensées en permanence. Le cerveau ne peut pas s'en empêcher, il pense. On l'a vu même pour une série de personnes après le coma, même dans le sommeil, même, lors d'une anesthésie. Il faut déjà être en mort cérébrale, en effet, pour qu'il y a vraiment plus rien, et il y a des exercices, en effet, qui tourne autour du focus. Donc, décider que je vais diriger mon attention à une chose. Donc là, on n'est pas dans le multitâche, c'est difficile pour le cerveau. On va faire une seule chose. Par exemple, respirer. Donc, je vais vous inviter à vraiment garder l'attention à l'encre de l'objet, ici la respiration. Et si vous le faites, ça a l'air simple, mais après un petit moment, il y a des pensées qui viennent quand même, des perceptions, hein, le voisin qui fait du bruit, des émotions. Et c'est exactement cela l'exercice, de le constater et de ramener l'attention à la respiration, encore et encore et encore. Au début, ça va être frustrant parce que justement, on se rend compte qu'il y a plein de trucs qui se passent là-haut, hein. Ce flux constant de pensées, ce qu'on appelle le monkey mind, hein, donc ça saute d'un truc à l'autre. Pas nécessairement négatif parce que ça nous permet aussi la créativité. J'ai plein d'idées, j'anticipe, mais parfois c'est trop. Et donc ces exercices nous aident à s'entraîner. C'est comme du sport, en fait, la méditation, c'est comme le sport. Il y a différentes manières de le faire. Ici, je vous invite à garder l'attention sur la respiration, mais ça peut aussi être un mantra, la méditation transcendantale, ou une prière. Depuis le livre, je parle de Mathieu Ricard, il y en a beaucoup de chrétiens qui me disent, ben, dans notre tradition aussi, on a hein, cette tradition contemplative, et cela peut aussi être une balade en pleine conscience, avec, je donne toujours l'exemple de mon plus jeune, Louis, quand je me balade avec lui, en forêt, ici en Canada, on est très gâtés, et très souvent, moi, je vais avoir l'hôpital qui m'appelle ou j'envoie un message, ou même si je suis pas derrière mon écran, mes pensées sont ailleurs. Les études montrent que parce que 60% du temps, on n'est pas dans le moment présent. Et donc là, les enfants peuvent être des bons maîtres pour illustrer que oui, c'est une redécouverte d'être vraiment là et d'apprécier ce moment où on peut à nouveau décider d'orienter l'attention à qu'est-ce que je vois en ce moment. Pendant que je vous parle, je regarde par la fenêtre, je vois des arbres, je peux vraiment décider de focaliser sur un aspect, la couleur de ces feuilles, les nuances de vert, la lumière, mais ça peut aussi être le vent quand je fais une promenade, les odeurs. Ça doit pas être très très long, hein, on peut le faire quand on court. Donc ça, c'est des exemples d'exercices de méditation. Il y en a plein d'autres, et pour ceux évidemment qui sont intéressés, c'est justement le livre Carnet de méditation, hein, méditer, pour avoir ces différents exercices qui sont comme un menu, hein. On essaye et puis on va trouver en fonction de son besoin ce qui marche le mieux en ce moment. Je sais pas si vous connaissez le livre Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry? Il y a un renard qui dit: «On ne voit bien qu'avec le cœur». Et puis il y a par ailleurs un sonothérapeute qui s'appelle Swan Gong qui dit: «Le patron n'a jamais été le cerveau, le patron c'est le cœur». Qu'est-ce que ça vous inspire? Non, c'est moi j'adore, Le Petit Prince, et c'est vrai qu'on est parfois trop dans le rationnel, hein. L'homme qui analyse, mon côté rationnel, cartésien, c'est très important. Quelque part, je suis content qu'on n'ait plus avec cette pensée magique. Il n'y a pas si longtemps, on allait brûler des sorcières parce qu'on les considérait responsables de telles maladies. Et dans mon métier aussi, il y avait des personnes avec des crises d'épilepsie, on les pensait possédées. C'est très important, je le souligne, d'avoir cette connaissance. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'expérience et le corps. Oui, on est un animal social. On a besoin d'être avec l'autre. Comment expliquer l'amour? Comment trouver l'équilibre entre ces deux-là? Le cerveau, le corps, ben, c'est plus symbolique parce qu'évidemment, le corps, il est là représenté comme mes émotions, hein, mes besoins émotionnels, mes ambitions, mes frustrations, mes douleurs. On sait depuis les années 60 et la première greffe cardiaque, ben, oui, ok,
quelque part, au niveau de l'organe, je peux remplacer votre corps si c'est nécessaire. Ça va pas fondamentalement changer qui est Marc Baillet, hein. Si je change votre cerveau, là, par contre, vous allez être vraiment impacté. D'ailleurs, dans le monde de la transplantation, hein, on parlait de mort cérébrale, c'est lié à la transplantation. On peut aider cette personne parce qu'on va greffer un rein, des poumons, un cœur, mais pas le cerveau. Là, c'est mieux d'être celui qui donne que celui qui reçoit. Donc, je reste neurologue, Marc, donc mon organe, c'est le cerveau. Et en même temps, je sais que le cœur, il est important, hein, et que reconnecter, comme on le disait, à ses besoins émotionnels et ceux de l'autre, c'est peut-être l'un des plus grands défis dans le Mmh. monde industrialisé aujourd'hui. S'il fallait donner 5 conseils concrets pour faire de la méditation un atout au quotidien, qu'est-ce que vous diriez? Alors 5 conseils, ma philosophie c'est, on fait ce qu'on peut. On a chacun notre réalité pratique. Si vous êtes jeune maman, vous allaitez, bah, OK, ça va être un vrai défi. Un défi pour trouver du temps, c'est ça que vous Pour dites? trouver du temps, Ouais. trouver le repos et donc accepter que, bah, il y a votre réalité maintenant, c'est des phases dans la vie, hein. Ça va être différent pour celui qui étudie, qui travaille dans sa carrière, qui est pensionné, qui décide qu'il va faire une retraite, en Inde. Donc on fait ce qu'on peut, mettez pas la barre trop haute, hein. Parfois on a trop d'attentes. La méditation, c'est pas une compétition là, hein, c'est pas discipline olympique. Je me souviens comme ça d'une discussion où j'étais justement avec le livre en train de faire mes exercices 20 minutes le matin, le soir. J'avais l'accord avec mon épouse et les enfants et cette personne me disait: «Ah 20 minutes, mais moi c'est 1 heure, hein». C'est pas pour moi le défi n'est pas là. Qu'est-ce que je fais le reste de la journée, hein? C'est pas juste ce que j'appelle ces exercices de méditation formels, c'est ce que je peux faire le reste de la journée quand je suis, en grande surface, en train d'attendre et que j'ai choisi la mauvaise file. Je peux m'énerver sur la personne qui, traîne et aussi je peux dire: «Ben voilà, une opportunité de faire mes exercices de respiration». Ou à l'hôpital quand je suis maintenant je prends les escaliers, mais il y a les ascenseurs, hein, alors on attend, on pousse, 10 fois sur le bouton, bah, ça va pas plus vite et on peut s'énerver, on peut dire: «Bah, voilà, un petit moment». Ou on est bloqué dans les emboutes, hein. Là, j'ai encore du travail à faire, mais quand je suis à Bruxelles et il y a un accident et j'ai mon meeting et je peux juste m'énerver ou accepter que, OK, là, il y a rien à faire vraiment. Je suis à l'arrêt et je peux, utiliser ce temps-là. Donc, voici des petits conseils, hein, à nouveau, je suis, pas un maître zen, mais, c'est ce que j'ai découvert. Donc, on fait ce qu'on peut, mettez pas la barre trop haute, on est parfois impatient, on est sévère avec l'autre, avec soi-même et donc le message, c'est: on peut le faire n'importe quand, n'importe où, mais il n'y a pas un one size fits all. Donc, Mmh. à vous de découvrir. C'est plus facile d'avaler une pilule. Là, j'ai des angoisses, je vais prendre mon Mmh. calmant. Mmh mh. Mais non, vous pouvez jouer un rôle plus central, plus actif. Mais ça peut être l'auto-hypnose, l'imagerie mentale, la sophrologie, le yoga, ou aller faire du sport. Donc, je n'aime pas ce message où ça doit être à ma manière. Donc, j'ai parlé de la respiration, mais je suis vraiment pas un gourou. Et là, je pense aussi qu'il faut être prudent, hein. Il y a eu des abus, il y a pas une technique qu'il faut imposer. C'est comme le sport, c'est probablement une bonne idée de bouger plus. On passe beaucoup de temps derrière des écrans, mais ça doit pas être nécessairement la course à pied. Il y en a qui vont faire Mmh. du tennis, du vélo. Pour Bien moi, la sûr. méditation, c'est cette pratique que je vous invite à inviter. Et alors, à l'inverse, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de ne pas parvenir à faire de la méditation un atout? En fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour être certain de tout rater? Non, mais ça, j'aime pas trop. Mais c'est clair que la force, de l'esprit, elle va dans les 2 sens, hein. Et en hypnose aussi, moi, je peux vous accompagner pour mieux vivre une intervention, potentiellement, désagréable, douloureuse et on a cette capacité à la rendre encore beaucoup plus horrible. Alors qu'est-ce que, cette forme de force de l'esprit négative? C'est justement quand je vais, décider ou on a difficile à contrôler ses pensées qui peuvent être, des scénarios catastrophes, hein. Avec le covid, il y a quelqu'un qui a toussé, je l'attrape, comment est-ce que je vais faire? Et le futur financier et puis oui, on peut encore,
rendre cette réalité, hein, où je suis malade, je rire, c'est beaucoup plus difficile à cause de justement ces pensées qui peuvent être toxiques, qui peuvent nous ramener dans un monde. Donc il y a ça, à savoir, à dire, c'est juste impossible, c'est pas pour moi, je n'y crois pas, j'ai pas le temps, je peux pas rester immobile. Donc non, on peut le faire de différentes manières. La seule chose qu'il faut, c'est votre motivation, mais il y a aussi cette conviction, cet a priori négatif. Si vous dites ça ne va pas marcher, en effet, vous êtes là fort pour dire que ça va en effet pas marcher malgré le meilleur thérapeute qui existe. Oui, pensez que vous n'avez pas besoin de tous ces autres habitudes de vie saines. Hein, je vous raconte rien de nouveau là, mais si vous dites moi j'ai pas besoin de dormir, moi j'ai pas besoin de bouger, moi je peux aller au McDo tous les jours. Oui, c'est pas une bonne idée, ou moins j'ai besoin de personne. On est tous différents, hein. Il y a des plus extrovertes, introvertes, mais on reste quand même un animal social, donc on a besoin aussi de l'autre. Et pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on a besoin de s'intéresser à toutes ces différentes dimensions. Mais si a priori vous dites non, ben là, oui, vous êtes plus fort que moi. Et c'est clair que ça va pas marcher. Donc, je rejoins Jacques Brel quand il dit le talent, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Et donc, les livres, c'est juste pour vous inviter à mieux comprendre que oui, la méditation, c'est bon pour le cerveau, oui, le sommeil, c'est bon pour le cerveau. Ce n'est pas une croyance, hein, c'est démontré par la science, et là, je peux peut-être aider à le partager un petit peu. Il y a des ingénieurs cartésiens, et des, comme ça, sceptiques, parce que c'est moi qui le dis, comme neurologue ou comme scientifique vont dire, allez, je vais quand même le croire, mais il faut pas du tout me croire, il faut le vivre et l'essayer. Qu'est-ce qui est important pour vous dans la vie s'il fallait retenir 3 valeurs essentielles? Mais l'amour, on a parlé du cœur et je pense que c'est tout à fait vrai. On a besoin d'amour, le contact avec les autres, je le vois et ça a été démontré en fin de vie, hein. J'ai jamais eu un patient que je vois là en train de mourir qui me dit: «Ah, je regrette que j'ai pas passé plus de temps au bureau». Ben non, bien évidemment. Et en même temps, ça reste un défi, hein, y compris pour moi, de donner de notre temps, de notre énergie à ceux qui comptent le plus. Le rêve, trouver chacun son sens à la vie, malgré nos défis, hein, je le répète, on a chacun notre réalité. Je suis pas là pour donner des conseils à ceux qui on est très, très chanceux, hein, Marc, hein. On est là, avec un toit au-dessus de nous, on est en bonne santé. C'est vraiment pas le cas de chacun. Donc, amour, rêve, espoir, malgré tout ce qui nous arrive quand même, faire, je le répète, ce qu'on peut. Oui, je pense que cela avec le défi d'être vrai, hein, très souvent on porte des masques. Encore hier, on avait la discussion avec, le petit avait menti, hein, et on ment et c'est pas bien et pourtant c'est difficile de vraiment être vrai. Est-ce qu'il n'y a pas le Steven qui joue son rôle de médecin, de prof? Parfois, on joue un rôle et c'est clair qu'on peut peut-être mentir aux autres, mais pas à soi-même. Mais là, à nouveau, c'est vraiment un défi et je parle à moi-même en ce moment pour essayer d'être vrai. Et je pense qu'avec ça, c'est déjà pas mal pour essayer de donner un sens à cette vie et d'être émerveillé, hein, parce que c'est un vrai cadeau. C'est développer la gratitude. Ça, je pense que c'est, comme on disait, un bel exercice aussi. Avec qui rêvez-vous de prendre un café? Mais justement, avec mes 5 enfants, mon épouse, une famille recomposée, c'est un défi d'être tous autour de la table et de profiter de ce petit moment tout banal quelque part, mais tellement important. Et donc non avec un prix Nobel ou je ne sais pas quelle autre personne connue dans les médias peut-être, mais à travers mon métier, j'ai rencontré plusieurs, hein, de ces grandes personnalités comme le Dalai Lama, le pape, des prix Nobel, des top CEO, politiciens, athlètes, champions, et ils sont extraordinaires dans leur domaine. Mais je le sais, pour moi, bon, on va dire, prix Nobel, ce serait formidable. Et pourtant, quand je suis avec eux, en train de prendre un café, je me dis, ben, il y a des dimensions où il n'est pas inspirant, hein, et je discute alors chaque fois aussi avec leurs partenaires, leurs enfants, et donc je n'aime pas trop le culte de la personnalité. Et je pense qu'à nous de s'inspirer de, oui, ces qualités de différentes personnes. C'est à nouveau une question d'équilibre. Et donc mon café
voilà, je le répète, ce petit moment, alors ce serait plutôt avec la famille. Si un acteur devait jouer au cinéma votre propre rôle dans la vraie vie, qui choisiriez-vous? Ah, je m'en soucie guère, ça peut être n'importe Ah, je qui. sais, c'est Mais j'allais dire parce que j'aime bien, j'ai joué dans quelques films, d'ailleurs le OK. livre de Corinne Sombrin, Un monde plus grand où je joue mon propre rôle, donc je dirais j'aimerais bien le jouer moi-même. C'était avec Cécile de France qui jouait le rôle de Corinne, donc j'étais grande madame, hein, Cécile de France. J'étais un peu en transe quand elle était dans mon bureau et qu'on filmait. Non, je sais pas, peu importe, je fais confiance et je sais pas si ça vaut la peine, mais c'est un exercice que personnellement j'aime bien et ma fille, elle est comédienne. Et j'invite chacun à la suivre sur TikTok, Insta. Je On fais des diffusera les petits liens, ouais. portraits. Mmh. Oui, Clara Lorez, c'est grande OK, actrice, mais bon, elle OK. pourra pas jouer mon rôle, sauf que elle a quand même son petit personnage avec une moustache. Donc, check her out. Pour quelle chose ressentez-vous le plus de gratitude dans votre vie? À qui avez-vous envie de dire merci? Alors c'est difficile, j'ai eu une éducation catholique, il y avait un moment dans ma vie comme enfant où je priais, j'étais au collège et puis, je me suis posé plein de questions, je suis devenu scientifique, presque anticlérical et là je me rends compte qu'il y a à côté de la connaissance, comme on disait aussi, l'expérience, le besoin de cette quête spirituelle et de dire merci, mais alors à qui? On n'a tellement pas compris, hein, d'où on vient, cet univers extérieur. Donc oui, on a une idée de comment cette matière depuis le Big Bang et en même temps, on travaille avec des physiciens, ça nous échappe, on est juste émerveillé et comme médecin bien placé pour savoir comment tous les jours on doit dire merci qu'on est là, on respire, on est en relative bonne santé donc on essaye de le faire à quelque chose sans que, je vais le mettre dans un contexte religieux, mais de dire merci, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, tous les soirs, de penser à ces beaux moments quand on se réveille, quand on vit, ces moments ensemble ou quand on mange, tout simplement inviter à, qu'est-ce qui est là sur mon assiette? D'où ça vient? Il y a plein de personnes, ou des animaux qui ont donné, donc la gratitude, c'est important. Et à qui dire merci? Est-ce qu'il y a un Dieu, un grand architecte? On ne le sait pas, mais de se rendre compte de ce cadeau qui est la vie, ça, je suis convaincu que c'est un bel exercice, oui. Quel conseil ou petit exercice simple et concret pouvez-vous proposer à ceux qui nous écoutent pour commencer à introduire le changement et améliorer tout de suite leur vie et leur quotidien? Ou tout de suite, déjà, je mettrais, peut-être moins d'attente, hein, parce que parfois c'est vite, parfois c'est pas du tout, tout de suite. Donc, là, je mettrais un peu de nuance. Le conseil serait peut-être d'essayer, hein. On a parlé de la motivation, ça, j'y crois beaucoup, beaucoup. Si vous avez décidé de faire quelque chose, là, vous êtes vraiment vraiment très fort. Oui, vous pouvez bouger des montagnes. Donc l'exercice pour moi, c'est de retrouver en vous cette curiosité, cette volonté de définir, quel changement, commencez petit, vraiment et sans trop d'attente. Mettez-vous en route, hein, un marathon, ça commence avec, Un un premier petit pas. pas et Oui. puis ça doit pas être un marathon, hein, ça peut être son petit jogging donc c'est le trajet qui compte. Ne vous fixez peut-être pas trop sur l'objectif. Parfois, il nous échappe. C'est bien, je le répète, d'avoir des rêves, de visualiser vers où on va, mais parfois, c'est tout ailleurs qu'on se retrouve. Mais ça n'empêche pas qu'on peut bien apprécier. C'est un chercheur qui parle. Tout à fait, Ouais, ouais, oui, ouais. sérendipité. Parfois, je cherche dans un coin et puis je retrouve tout autre chose. Et Ouais. je pense que c'est la même chose pour la vie. Pour vous, qu'est-ce que cela signifie être l'héroïne ou le héros de sa propre vie? Je pense qu'on l'est toutes et tous, justement le message, c'est exactement ça, hein. On a un rôle plus actif, plus central à jouer, même si et c'est vrai quand je suis confronté à quelqu'un qui vient de perdre, son enfant, après un trauma crânien et qui s'occupe de son partenaire avec une démence et qui vient d'avoir le diagnostic de cancer, il y a des situations où on dit: «Mais qu'est-ce que je suis en train d'accompagner là?» C'est ce défi de, malgré tout ce qui peut nous arriver, retrouver ce petit ces petites lumières, l'espoir et la possibilité de
pas nécessairement être un super-héros, hein. C'est quoi un héros? Un modèle qu'on voit là qui, comme on le disait, n'existe pas vraiment, hein, que dans les comic strips ou les films d'Hollywood. Dans la vraie vie, on est tous un peu héros et parfois un peu lâches et parfois un peu menteurs et parfois un peu. Mais je crois qu'on est capable de beaucoup de choses, qu'il y a quand même en nous ce petit héros ou héroïne caché. Et on le voit, s'il y a quelqu'un qui est en difficulté, on va l'aider et on va mettre parfois notre vie en danger. Donc c'est ça le beau message qui reçoit peut-être pas assez d'attention dans les médias où on va mettre le big story sur des choses qui arrivent, les guerres, les meurtres, les tricheurs. Et je pense que on est tous capables de retrouver en nous cette petite héroïne, ce petit héros. Mais à nouveau, hein, avec tous nos manquements, faiblesses, et c'est ça qui fait notre humanité, hein. La méditation aussi, c'est pas pour nous rendre parfaits. On n'est pas des robots qui font exactement les choses sans faille, sans erreur. Non, nous, on connaît la motivation, la frustration, les douleurs, les joies. Et c'est très bien. L'invitation, c'est d'apprendre à les apprécier, savoir que tout passe, mais je suis convaincu, et c'est très très beau votre initiative de Heroic People, parce qu'on l'est tous, et de le retrouver en nous et de faire face à ce qui nous arrive, et essayer de faire du bien pour nous et pour les autres. Pour vous, qu'est-ce que la force d'âme? Alors, déjà, il faut définir l'âme, hein, mais qu'il y a cette force mentale, j'en suis convaincu. On est difficile à la définir, à la cartographier. Et pourtant, c'est exactement de cette force-là qu'on a parlé maintenant depuis 1 heure, où j'invite chacun à se reconnecter avec cette force-là qui existe, qui est très puissante et qui va dans les 2 sens, hein. Elle peut me pousser vers des idées noires, angoisse, dépression, burn-out, jusqu'au suicide, et à nous de découvrir comment elle peut être puissante, comment elle peut nous faire des choses extraordinaires, être dans le flow, hein, à nouveau difficile à définir, et accepter que parfois on n'est pas dans le flow et qu'il faut juste choisir peut-être un autre moment, d'autres circonstances. Mais oui, la force mentale, et comment mieux, avec ces neurotechnologies justement, la comprendre pour la traduire vers nos besoins, c'est exactement notre mission scientifique, et c'est pour ça que je suis très heureux, et je remercie des personnes que vous avez mentionnées, que ce soit Corinne Sombrin, Mathieu Ricard, Guillaume Néry, ces astronautes, ces top entrepreneurs, et chacun de nous avec le projet actuel. Les Amérindiens, on dit ces cultures primitives, mais je le répète, dans ce monde industrialisé, peut-être il faut reconnecter plus avec nos besoins émotionnels et ceux des autres et ceux de la planète. Donc, force mentale, oui, même si on ne peut pas la définir, je pense que chacun de nous, on la ressent et on peut la cultiver. Merci beaucoup, Steven. Merci. C'est la fin de votre épisode du podcast Heroic People. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a été utile. Si c'est le cas, partagez-le à 1 ou 2 amis par SMS ou sur vos réseaux sociaux. Vous avez le pouvoir de changer la vie de quelqu'un, et c'est maintenant. Vous pouvez retrouver cet épisode et son résumé écrit, mais aussi tous les autres épisodes sur le site du podcast heroicpeople.fr. Pour nous contacter, nous faire des suggestions, proposer des invités, c'est toujours sur le site du podcast que ça se passe, heroicpeople.fr, ou encore les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook ou Medium. Enfin, sans vous, nous ne sommes rien, avec vous, nous sommes tout. Si vous avez été inspiré par cet épisode, alors laissez-nous un commentaire et quelques étoiles sur Apple Podcasts ou votre plateforme d'écoute préférée. Dites-nous comment le podcast vous a inspiré et contribue à améliorer votre vie. C'est grâce à cela que nous pouvons faire connaître le podcast Heroic People. Merci d'avoir écouté. Il est temps maintenant d'agir et de révéler sa grandeur et sa force d'âme. À bientôt sur le podcast Heroic People.